La vie a parfois la malicieuse habitude de vous couper au montage ou au générique. Pendant une demi-heure, on va exhumer ces rushs, ces souvenirs qui ont été jetés, soigneusement planqués ou tout simplement oubliés. On va remonter la carrière d'un artiste par son versant nord, le moins exposé. C'est l'occasion de souligner que nos dieux sont avant tout des mortels et de pénétrer dans les coulisses de la création artistique. Parce que rien n'est jamais perdu, ni le temps, ni l'expérience vécue. Coupé au montage, c'est l'émission qui jette un œil sur le banc des réservistes, qui rend hommage au rang du fond de la classe et qui tire son chapeau à tous ceux qui savent perdre et se perdre avec panache. Parce qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Bonsoir à tous, bienvenue dans Coupé au montage. Notre invité ce soir a l'air de rien vendu plus de 10 millions d'albums dans le monde. C'est une voix immense, peut-être bien la plus grande voix de Belgique. Et c'est aussi une personnalité du même calibre, depuis qu'elle a enterré Vaya con Dios. Madame chante le blues. Bonsoir Dany Klein. Bonsoir. Merci d'être là. Je suis très heureuse de vous rencontrer et très impressionnée. Ah bon? Aussi. Ouais, déjà parce que vous avez une carrière absolument incroyable, mais aussi parce que vous êtes une personnalité assez impressionnante. On dit de vous que vous n'êtes pas quelqu'un de facile et en particulier pas quelqu'un de facile en interview. Heureusement, en interview, je ne sais pas, mais je suis pas quelqu'un de facile et tant mieux. Je pense on ne gagne rien à être facile. Ah oui? Moi, je pensais que vous jouiez ce jeu un petit peu de la star inaccessible pour vous conformer à l'image qu'on avait de vous, puisque de toute façon on a l'image de vous de quelqu'un de relativement chiant. Eh ben, tant qu'à faire, jouons-le jusqu'au bout. Mais vous savez, quand on a, enfin, je pense que les gens dont on dit qu'ils sont chiants comprennent pas très bien pourquoi. Enfin, moi, ce que je n'aime pas, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on me manque de respect. Et quand on me manque de respect, en général, je le fais savoir. Mais sinon, quand on me traite avec, et pas des égards particuliers d'ailleurs, mais avec un minimum de respect, en général, ça se passe très bien. J'espère que oui, j'y arriverai. En 2013, vous avez entamé une tournée d'adieu à Vaya con Dios. Alors moi, à l'époque, j'avais, à mon avis, mal compris, mais j'avais cru que cet adieu à Vaya con Dios, c'était aussi un adieu tout court, en fait. Un adieu à la scène, un adieu aux paillettes, un adieu aux tournées. Et pourtant, vous êtes là, vous êtes de retour avec un album où vous chantez du Billie Holiday. Vous êtes de retour avec ce concert du 6 décembre à l'Ancienne Belgique. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que vous saviez à ce moment-là que vous alliez revenir avec de la musique? Non, mais j'ai jamais dit que j'allais arrêter de chanter. Moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était me libérer de Vaya con Dios, qui pourtant, je dirais, était une expérience extraordinaire et vraiment fantastique. Mais j'avais envie de sortir de ça, parce qu'avec le temps, c'est devenu un peu comme un carcan, c'est devenu un peu comme un costume, comme ça, qui devenait un peu trop raide. Et j'avais envie de faire autre chose. J'avais pas envie de continuer à chanter encore les mêmes chansons. Parce que quand c'est très bien d'avoir fait des tubes, mais les gens veulent toujours que vous chantiez ces tubes et sont déçus quand vous le faites pas. Et c'est vrai que quand vous chantez les mêmes chansons depuis 20 ans, à un moment donné, ça commence à devenir une espèce de routine comme ça et on a l'impression d'être un jukebox dans lequel on met une pièce et ça, moi, je voulais plus. J'avais envie de faire autre chose et j'avais pas de projet au moment où j'ai pris la décision d'arrêter. Et ça s'est fait tout à fait par hasard, en fait. C'était pour sortir un peu de la dictature du public? Mais c'est-à-dire sortir de ce rôle, en fait. Je sais pas l'expliquer autrement. Avoir justement la possibilité de faire autre chose. Parce que quand vous êtes... Bon, en tant que chanteuse de Vaya con Dios, il y a un certain niveau à respecter, il y a un certain rang, on va dire. Et donc, si on fait d'autres choses, du coup, c'est d'autres choses qui sont des projets plus petits, moins chers, etc., enfin, qui sont moins lourds financièrement. Du coup, après, vous pouvez plus revenir, je veux dire, du coup, ça vous dévalorise dans le marché de la musique. Parce qu'il faut pas oublier, ça, c'est un marché, hein. Je veux dire, on est artiste, mais c'est tous les marchés, le marché de l'art, tout ça, c'est du marché maintenant. Et donc, si vous faites d'autres choses sur le côté des petits trucs plus petits, ben après, ça vous dévalorise sur le marché de Vaya con Dios, par exemple. Et donc, je pouvais pas faire mener de différentes choses de front sans mettre en péril, si vous voulez, le statut de Vaya con Dios. Et donc, c'était plus facile pour moi de tirer un trait. Il y a l'âge qui est là aussi, hein. Je vais avoir 63 ans le 1er janvier et je ne me voyais pas encore chanter les mêmes chansons. Enfin, j'avais envie de changer, quoi. Voilà. Bon, alors, pour notre plaisir à nous, parce que vous, je pense que vous les avez déjà entendus beaucoup, on va quand même se passer quelques-uns des plus grands tubes de Vaya con Dios.
when you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. Ain't no money, ain't nobody that can buy you peace of mind. C'était Dany Klein dans Vaya con Dios. Apparemment, les tournées aussi, ça vous gavait pas mal et vous aspiriez à une vie normale, aller manger du poulet dans la famille le dimanche, Oui, ce genre de choses, avoir des horaires. Pendant que vous l'avez plus ou moins cette vie normale, vous êtes contente de la retrouver? Oui, je suis contente. Oui. Ouais. Ça m'empêche pas de faire des choses que j'ai envie de faire, mais je veux dire de pas être là tous les dimanches si j'ai pas envie d'être là tous les dimanches, mais je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie. Et c'est vrai que à un moment donné, moi, quand j'étais petite, je rêvais de prendre l'avion comme les gens prennent le bus. Et je rêvais de pouvoir loger dans des grands hôtels, etc. Et mon rêve s'est réalisé. Ouais. Et comme tous les rêves qui se réalisent, à un moment donné, quand le rêve est réalisé, on a besoin de rêver à autre chose. Hein. Et ici, c'est ça, quoi. Donc, mon rêve s'est réalisé. Et je dois dire que les dernières années, les voyages, quand on part comme ça, quand on passe énormément de temps dans les aéroports, je dis souvent, il n'y a pas d'endroit plus stérile que les aéroports. On peut rien y faire. La qualité de l'air est dégueulasse. Ouais. Tout est cher, est tout à fait inintéressant. Et on attend. Puis on attend encore dans l'avion. Et puis de l'autre aéroport, on doit prendre souvent un taxi ou une voiture pour aller jusqu'à l'hôtel. Ça dure des heures. Donc, je veux dire, c'est vraiment beaucoup de temps perdu. Pas très agréable, et comme évidemment moi je n'ai plus 20 ans et j'ai plus toute la vie devant moi, j'ai plus envie de gâcher mon temps n'importe comment. Ce qui est assez dingue, c'est que vous avez à peu près toujours tenu ce discours-là. Moi j'ai exhumé une archive, c'est un vieux Intérieur Nuit de mai 1993, et c'est très amusant de constater que vous avez toujours été constante dans ce que vous disiez. On me demande souvent, est-ce que le succès vous a changé? Et voilà. Et je dirais que bon, c'est un peu ça en fait. C'est que depuis que justement on bouge beaucoup, qu'on voyage beaucoup, qu'on n'est vraiment pas souvent chez soi, je commence à vraiment apprécier le fait d'être chez moi. Et peut-être que j'ai écrit cette chanson parce que justement j'ai pris du recul par rapport à toute cette faune nocturne comme ça, où finalement je me rends compte que la plupart des gens qui traînent dans les bars comme ça la plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre. Pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Quelle coiffure! Oui, ah oui, vous êtes passé par à peu près tous les looks. Les hein. couleurs, tout, les petits palmiers. Oui, tout à fait. Ça vous a rapidement plus amusé du tout, en fait, la vie de bâton de chaise, la vie des bars, la vie de la nuit. Ça a mis du temps, vous savez, parce que quand moi j'ai commencé à vendre des disques, j'avais déjà passé 30 ans, hein, et ça faisait déjà plus de 10 ans que je traînais dans les bars. Hein. Donc, je pense que oui, à un moment donné, j'ai eu ma dose, mais j'en ai bien profité quand même pendant longtemps. Ouais, vous avez même dit en interview, c'était quoi? On n'a jamais cru qu'on vivrait si vieux. C'est vrai, oui, tout à fait. Oui. Vous n'arrivez pas à vous projeter aujourd'hui à 62 ans, quand vous aviez 33 ans? Tout. Moi, je me souviens quand on pensait à l'an 2000. L'an 2000, c'était, je sais pas, moi, quand j'avais 20 ans, ça me semblait inatteignable. C'était vraiment comme si on allait être en plein futurisme, comme ça, enfin, avec des trucs pas possibles. Et moi, je me disais, en 2000, je vais avoir 47 ans, j'arriverai jamais jusque-là. Hein. Je vous rassure, moi, j'arrive pas à me projeter jusque-là non plus. Est-ce que heureusement, d'ailleurs, je pense que ça, c'est un des luxes de la jeunesse, c'est de pas être conscient du temps qui passe. Et donc, ça nous permet de faire des tas de trucs et puis de changer de trajectoire et tout ça. Au plus, on se rapproche de l'échéance, on se rend compte qu'on a moins de choix, qu'on a moins de temps. Et donc c'est pour ça aussi qu'on choisit peut-être de faire plus ce qu'on aime et de pas perdre son temps avec des gens qu'on n'a plus envie de voir, dans des situations qu'on n'a plus envie de vivre et tout ça. Est-ce que vous avez profité de votre succès avec Vaya con Dios? Est-ce que vous en avez tiré beaucoup de plaisir? Ou bien le plaisir, c'était pas vraiment le mot à accoler à Vaya con Dios? Non, je n'en ai pas tiré beaucoup de plaisir du succès. C'est très très curieux. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'a nourri. Bien sûr, c'est satisfaisant. Ce qui était bien dans le fait d'avoir du succès, c'est que quand on a du succès, on vous demande, et donc vous avez l'occasion de faire ce que vous aimez. Vous avez l'occasion de vous produire dans plein d'endroits, ça c'est chouette. Mais je veux dire, le fait d'avoir du succès, d'être reconnu dans la rue et tout ça, tout ce côté, moi ça m'a toujours emmerdé. Et ça m'emmerde encore, oui.
Ah bon? Vous serez sur scène le 6 décembre pour un concert sold out à l'Ancienne Belgique, un concert de reprise de Billie Holiday avec le contrebassiste Sal Larocca et son quartet. Et d'ailleurs, vous avez sorti un album là, la mi-septembre, Danny Sings Billie, et ça ressemble à ça. And if I never fall in love again, that's soon enough for me. I'm gonna lock my heart and throw away the key. Dany Klein qui chante Billie Holiday sur l'album, et sur scène vous avez choisi de n'interpréter que les chansons gays de Billie Holiday. Ça, c'est quand même très étonnant, c'est même un peu antinomique, parce que moi j'ai l'impression que Billie Holiday c'est la tragédie faite voix. Pourquoi vous avez fait cette sélection-là? Parce que je pense que dans tous les destins, il y a toujours, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon la vie serait vraiment totalement absurde. Elle l'est déjà pas mal, mais là ce serait vraiment le pompon. Je pense que dans tous les parcours, il y a des moments de joie, il y a des moments de plaisir. Et Billie Holiday, c'était une chanteuse qui fréquentait aussi, qui sortait beaucoup la nuit, qui fréquentait des tas de gens un peu dans des milieux interlopes. Mais quand on a écouté, par exemple, tous les enregistrements qui ont été faits, il y en a plus de 300, il y a des répétitions, il y a des tas de choses. Mais elle rit beaucoup, elle s'amuse beaucoup. Je veux dire, les musiciens, entre eux, ils s'amusent. Donc, je veux dire, il n'y a pas... Et je trouve ça vraiment triste qu'on réduise comme ça, justement, les gens à leur dimension tragique. Hein. C'est sûr qu'elle a eu un destin tragique, mais je veux dire, est-ce que c'est plus tragique d'avoir vécu comme ça et d'être morte jeune que de vivre comme en veilleuse, comme ça, et puis de terminer dans une maison de repos comme une plante, enfin, je sais pas. Voilà, donc je pense que cette fascination comme ça pour le tragique dans les destins, les gens aiment bien mettre des artistes sur un piédestal et puis après leur tirer dessus, quoi. Hein. Donc, et ça les rassure aussi, parce que en fait, un artiste prend des risques, il ose, il vit différemment, il vit pas une vie conventionnelle. Oui. Et donc, ça rassure les gens qui ont choisi, par peur, de rester dans une vie conventionnelle, de voir, tiens, mais voilà, il a pris des risques, il s'est cassé la gueule. Donc moi, finalement, j'ai bien fait de pas en prendre des risques. Ouais. Et vous n'avez pas besoin d'enfanter dans la douleur ? On enfante toujours dans la douleur, je pense, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne. Mais je parle là sans faire de... Je ne suis pas dans le symbolique, je parle dans le réel. Mais... je sais pas, je pense que de toute façon, si on est artiste, mais ça n'engage que moi, hein, c'est qu'on a une fêlure, une cassure quelque part, et qu'on a vraiment besoin de ça pour tenir. Si on n'avait pas, si on n'avait pas cette manière d'exorciser comme ça notre douleur de vivre, on ne serait pas artiste, je pense. Il y a une chanson tout à fait iconique et emblématique de Billie Holiday, c'est Strange Fruit, c'est une espèce d'uppercut, de seau d'eau glacée qu'on se prend sur le crâne quand on l'écoute, référence cette chanson au corps des Afro-Américains pendus aux arbres pendant la période qui a suivi la guerre de sécession. Pourquoi vous ne la chantez pas, celle-là ? Parce qu'elle ne m'appartient pas, je veux dire, d'abord parce que j'ai choisi de chanter que des chansons joyeuses, donc Strange Fruit... non. En effet, c'est une protest song, mais c'est peut-être pas votre combat, c'est ça ? Non, je suis pas noire, moi j'ai pas vécu ça, je trouve que c'est pas à moi de chanter, enfin je veux dire, je trouve que c'est pas, je pense que c'est une chanson qui peut être chantée que par des chanteurs noirs. Dans cette émission, chaque semaine, je raconte l'histoire d'une personnalité qui a traversé un long désert, une star déchue, un artiste maudit. Et je choisis ce portrait en fonction de mon invité. J'essaie qu'il fasse écho au parcours de la personne que j'invite ou qu'il lui parle directement par la bande. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Bessie Smith. Est-ce que vous connaissez Bessie Smith ? Bien sûr, oui. Eh bien, c'est parti. On l'appelait l'impératrice du blues. On la considère encore comme la plus grande chanteuse de blues qui ait jamais vécu. Elle a été une influence majeure pour Billie Holiday, pour Nina Simone et pour Janis Joplin. Et comme souvent, chez les chanteurs de blues, sa voix était déchirée par les méchants chaos de sa route. Ça, plus une diction subtile, une personnalité flamboyante, une liberté sexuelle très inattendue. Pour l'époque, elle assumait publiquement sa bisexualité et puis son sens de la bagarre dans tous les sens du terme. Bessie Smith était une gigantesque star dans les années 20. Bessie Smith, c'était elle. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. Nobody knows you when you're down and out. C'est peut-être bien le slogan de la vie de Bessie Smith. En mai dernier, la chaîne américaine HBO lui a consacré un film,
un biopic, Bessie, avec Queen Latifah dans le rôle titre. Et sur l'affiche, on peut lire « Survival began with a song », la survie a débuté avec une chanson. Et c'est vrai que le parcours de la chanteuse a des allures de combat de boxe permanent avec la mort, la misère et l'exclusion. Elle est née en 1894 dans le sud ségrégationniste, dans le Tennessee, au sein d'une famille d'une pauvreté terrible. Très jeune, elle perd ses parents, elle est élevée par sa sœur. Et pour gagner un peu d'argent, elle chante dans la rue. Et puis, de fil en aiguille, elle se fait remarquer, elle monte sur scène où son tempérament volcanique fascine le public. Elle enregistre son premier disque en 1923 et c'est le début de la gloire. Les plus grandes stars veulent graver des sillons avec elle. Avec Louis Armstrong, elle fera un St. Louis Blues inoubliable et surtout, elle donne beaucoup de concerts. Son ascension est d'autant plus remarquable qu'à l'époque, les Noirs ne sont pas les bienvenus auprès d'un public blanc et que ses performances sont chahutées par le Ku Klux Klan. Mais sa mise en lumière brutale la déstabilise. Bessie Smith tâte rapidement davantage de la bouteille que du micro. Dans les années 30, son succès s'effiloche. Elle perdra la vie dans un accident de voiture à seulement 43 ans. Un épais mystère entoure sa mort. La légende dit que l'hôpital blanc où elle s'est présentée a refusé de la soigner et qu'elle a agonisé à ses portes. Mais dans une biographie de la chanteuse, un médecin témoigne de son accident et estime qu'aucun conducteur d'ambulance n'aurait seulement songé à conduire une femme de couleur dans un hôpital blanc. Ses blessures étaient donc bel et bien mortelles. Bessie Smith est morte comme elle a vécu, toujours en chemin. On est toujours avec Dany Klein dans Coupé au montage. Ça vous parle cette histoire, Dany ? Mais c'est très révélateur de la situation des Noirs à l'époque aux États-Unis. Hein. Je veux dire, c'est absolument horrible. Effectivement, moi j'ai lu cette biographie. Ouais. Et oui, c'est quelqu'un, je veux dire, un Noir se présentait à l'hôpital, on ne l'acceptait pas. Je veux dire, en fait, le Noir n'était pas considéré comme un être humain. C'est absolument horrible. Hein. Et alors, d'un côté, enfin, Billie Holiday, elle a vécu les mêmes. Elle a eu des problèmes aussi. Je veux dire, elle s'adressait à un public de blancs aisés. Et puis, en fait, elle chantait dans des grands hôtels, dans des belles salles prestigieuses. Où elle ne pouvait pas dormir. Elle pouvait pas dormir dans l'hôtel. Elle devait rentrer par l'entrée de service. C'est absolument invraisemblable quand on y pense maintenant. C'est pour ça que moi je suis tellement contente que Obama soit devenu président, parce que symboliquement je trouve que c'est très très fort, quoi. Je veux dire, on peut faire partie d'un peuple qui a été brimé, donc je veux dire, faut voir quand même que les Noirs américains sont vraiment des survivants, sont des gens qui ont résisté après avoir été quand même décimés. Et voilà, donc il y a quand même toujours une note d'espoir, quoi. Je vous parlais de cette histoire aussi pour évoquer avec vous la célébrité. On en a un peu parlé tout à l'heure. On l'a entendu, elle l'a très très durement éprouvée, hein, sa notoriété. Et vous l'avez dit en interview, je trouve ça très interpellant. La célébrité va souvent de pair avec une grande solitude, surtout pour les femmes. Oui, vous bien pouvez sûr. Développer. Moi, j'ai vu ça, hein, les musiciens, ils ont souvent des copines. Enfin, en tout cas, ma génération, c'était comme ça. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, parce que j'ose espérer que les femmes sont devenues un peu plus intelligentes. Mais c'est vrai que souvent, il y avait madame à la maison qui s'occupait de faire bouillir la marmite et de torcher les gosses quand monsieur n'était pas là. Et puis monsieur, pendant qu'il était en tournée, il se tapait toutes sortes de nanas, il s'envoyait en l'air de toutes sortes de manières, avec l'alcool, la drogue, etc. Donc il dépensait déjà une bonne partie de l'argent qu'il était en train de gagner. Et puis quand il rentrait à la maison, il dormait pendant 2 jours parce qu'il devait récupérer de tous les excès qu'il avait fait pendant la tournée. Une femme, c'est pas pareil. Moi, j'ai jamais eu un homme qui m'attendait à la maison avec un repas, avec une maison chauffée. Non, moi, je rentrais chez moi, il faisait tout noir et il faisait froid et je devais veiller à ce que le frigo soit plein et amener mes trucs. Hein. Heureusement, maintenant, il y a un supermarché même à l'aéroport de Zaventem. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, je fais toujours une halte au supermarché quand je reviens parce que je vais faire mes courses et voilà, c'est vrai que c'est pas du tout la même situation quand on est un homme ou quand on est une femme. Mais plus globalement, je pense que la grande notoriété peut aussi nous faire nous sentir très très seuls. Être très entouré de toutes ces anonymes, ça peut faire se sentir très seul, non ? Je sais pas si c'est ça, en fait, d'être entouré d'anonymes. Non, c'est simplement qu'en fait, moi, en tout cas, en tant que chanteuse, je peux parler que de moi. Je sais pas quelle est la situation des autres, mais je veux dire, moi, j'ai une voix que je dois ménager, et donc je dois dormir, je peux pas fumer, je peux pas être dans des endroits trop bruyants et tout ça. Et donc, forcément, ça m'isole des autres. Je veux dire, moi, il y a des fois où je vais pas manger avec mes musiciens avant le concert parce qu'on rit tellement que ça éraille ma voix. Ah ouais ?
Et donc, je suis obligée de me priver même de ce plaisir-là. Et donc, effectivement, c'est vrai que quand vous vivez seul et que vous avez, comme ça, vous êtes entouré, vous êtes envie de tourner, c'est comme une grande famille, quoi. Et puis, on rentre tout seul chez soi. Bon, j'ai pas été toute seule toute ma vie, mais c'est vrai que mes partenaires n'étaient pas là, ne m'attendaient pas, ils avaient leur vie. Je veux dire, j'ai jamais connu, en fait, ce confort qu'un homme peut connaître quand une femme l'attend à la maison. Vous l'avez vu changer, cette voix, en 30 ans? Ah oui, elle a baissé, hein. Elle a baissé? Ah oui, c'est normal. C'est normal. Et elle a pris des couleurs qui vous plaisent aussi? Elle a changé, elle est plus grave, elle est plus... oui, je sais pas si elle a pris des couleurs... Je ne m'écoute pas beaucoup. Hein, donc, ah non en tout cas, je compare pas. Je veux dire, j'écoute sur ce que je travaille, ça évidemment, mais je compare pas avec ce que j'ai fait avant. Et d'ailleurs, parfois, ça m'arrive d'être dans un endroit où j'entends... une de mes chansons et je dois vraiment réfléchir. Enfin, je me dis, tiens, c'est un truc que je connais. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Oui. Pourquoi vous faites ce métier? Parce que j'aurais pas pu faire autre chose. J'ai fait des tas de métiers dans ma vie. J'ai fait de la couture, j'ai été vendeuse, j'ai été réceptionniste dans un bureau d'avocat, j'ai été femme de ménage. Ouais. Vous avez fait de la pub aussi pour des détergents et des boissons gazeuses apparemment. Oui, mais ça c'était le début de ma carrière de chanteuse. Heureusement, ça c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir gagner un petit peu d'argent avec ma voix. Ouais. Et vous auriez pu devenir autre chose que chanteuse? Oui, je pense que j'aurais pu être coiffeuse, j'aurais pu être styliste, j'aurais pu être architecte d'intérieur, mais je pense pas que j'aurais pu l'être, mais j'aurais pas eu les capacités de faire des études, de me concentrer, de réussir ces examens et tout ça. À l'époque, quand j'étais jeune, j'avais pas la possibilité de me concentrer. Vous avez repris des études, en fait, pendant la longue pause de Vaya con Dios dans les années 90. Oui. Vous avez repris des études de philo à l'ULB. Oui. Vous aviez quel âge? Vous avez 47. 47 ans. Oui. Pourquoi vous avez fait la philo à l'ULB? Et je pense que vous n'avez pas été jusqu'au bout de ces études. Donc pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout? Mais d'abord parce que je m'intéressais beaucoup à la psychanalyse et que la psychanalyse n'est pas quelque chose qu'on peut étudier dans une université. Et donc je me suis dit que la philosophie était ce qui s'en rapprochait le plus et que ça m'intéresse beaucoup. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi, comment, même si avec le temps, finalement, on se dit qu'il n'y a pas tellement de choses à comprendre. Et quoi, c'est parce que la nature humaine vous échappe ou parce qu'elle vous fascine ou peut-être les deux? Mais parce qu'elle me désespère aussi, parce que j'essaye de trouver un sens à tout ça. Je veux dire, je vous dis, moi j'ai très 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 souvent le sentiment que que la vie est absurde. Et donc, quand on a ce sentiment-là, on bascule un peu dans la dépression. Donc, pour tenir, on essaye de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, d'essayer de trouver des raisons, de pouvoir accepter que le monde soit tel qu'il est. Et vous n'avez pas eu les réponses en entamant ces études, donc vous les avez arrêtées? Non, c'est pas ça. Je veux dire, j'ai eu des bribes de réponses, mais finalement, je pense que des vraies réponses, il y en a pas. Ce sont plusieurs. Enfin, je veux dire, finalement, chaque philosophe est quelqu'un qui donne sa vision du monde. Elle vaut ce qu'elle vaut. Ça n'a pas une valeur universelle. Sinon, ça deviendrait une religion, et ça, au secours. Mais non, je pense que finalement, c'est comme la psychanalyse, finalement, on se casse la tête, on essaye de comprendre et finalement, on arrive un jour à se dire, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre? Aujourd'hui, visiblement, vous avez des envies de transmission, parce que quand vous avez arrêté Vaya, vous racontiez que vous verriez bien coach vocal. Je me suis dit que vous aviez le profil absolument parfait pour faire une émission comme The Voice ou comme La Nouvelle Star, et puis j'ai lu qu'en fait, on vous l'avait proposé, mais que vous aviez refusé. Pourquoi? Moi, je ne suis pas fan de cette émission du tout. Je trouve que c'est... Enfin, moi, j'aime bien les gens qui ont de la personnalité. Et je trouve que déjà, pour participer à cette émission, le fait qu'on doive chanter des chansons qui vous sont imposées, qui soient choisies par vos coachs, qui vous mettent en scène et tout ça, moi je crois pas à ça. Je crois aux artistes qui sont spontanés, qui ont une personnalité tellement pas possible, qui crèvent l'écran, et je pense pas qu'on puisse les formater. Et alors le fait aussi d'être comme ça dans un concours où tout le monde dit ah c'était formidable, mais malheureusement tu n'es pas choisi, je trouve ça très hypocrite et je n'aime pas cette émission. En fait. En parlant de transmission, vous avez un fils, il s'appelle Simon. Simon Le Saint, de son petit nom de scène, qui est musicien, producteur DJ, qui a produit l'album en français de Vaya con Dios, comme on est venu. Et aujourd'hui, son activité principale, c'est d'être batteur de Stromae. C'est un des petits messieurs avec un nœud pape et un chapeau boule qu'on voit sur scène avec lui. Une carrière dans la musique, c'est ce que vous souhaitiez pour votre fils, ou bien ça vous a inquiété quand vous l'avez vu prendre ce chemin-là?
Ni l'un ni l'autre. En fait, il a commencé à jouer de la batterie. Il s'est fabriqué une batterie quand il avait 3 ans avec des trucs de lessive Dreft, là, des cartons de lessive ronds. Et il jouait, donc parce qu'il venait aux répétitions et il voyait le batteur. Il était fasciné par le batteur, par la batterie. Et donc il s'était reconstitué avec des boîtes et je me souviens, il avait même une raquette de Jokari qui était la pédale de la grosse caisse et avec des cuillères en bois. Il jouait de la batterie. Et donc moi je lui ai acheté une batterie pour sa Saint-Nicolas et puis voilà, il a pris des cours de piano et tout ça. Et mais moi, je sais pas, il aurait pu faire ce qu'il voulait. J'avais pas une préférence, ni une angoisse particulière par rapport à ce métier. Ce serait un comble, puisque je le fais et que j'en vis bien depuis des années. Donc, On est presque arrivé à la fin de cette émission, Dany Klein, mais j'ai encore une dernière petite question. On va revenir en arrière. Si la petite Danielle Scovart de 7-8 ans regardait celle que vous êtes devenue aujourd'hui, à votre avis, elle se dirait quoi? waouh, c'était possible. Ah ouais? Oui, parce que moi, du milieu duquel je viens, du quartier dans lequel j'ai grandi, jamais j'aurais imaginé un jour que mes rêves étaient réalisables. Je les ai eus depuis toujours, mais je pensais pas. Et d'ailleurs, dans mon entourage, on me disait rêve toujours. Il y a beaucoup, comme disait ma mère, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc sous-entendu, tu n'y arriveras jamais. Ah bah pourtant. Voilà. Eh oui. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous serez le 6 décembre en concert à l'Ancienne Belgique. Il y en aura d'autres, des concerts. Le 26 février à Tournai, notamment, avec le répertoire de Billy Holiday de Salle La Rocca, concert complet à l'Ancienne Belgique. Malheureusement, on se consolera en écoutant votre album Dany Sings Billy. Merci beaucoup, Dany Klein, d'être venu nous voir. Merci à vous. Coupé au montage, ça se termine ici. Merci à Laurent, Patrick, Romain et Christophe derrière la vitre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour continuer à explorer les coulisses de la création artistique. À très bientôt.